Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Fatim Djedje. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche en direct des studios de Radio Côte d'Ivoire au plateau, quartier qui n'a pas été épargné cette semaine par les pluies diluviennes. Mais c'est d'une toute autre météo que nous allons parler ce matin dans Ailleurs dans le monde, celle de l'actualité internationale. Et cette semaine, chers auditeurs, un vent glacial venu d'Amérique du Nord a figé le monde entier. Le président Trump a décidé de se retirer unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, fragilisant encore plus la situation au Proche et au Moyen-Orient. Alors, à défaut d'avoir fait changer d'avis Donald Trump, eh bien, la communauté internationale exprime ses regrets devant l'attitude américaine. Alors, pourquoi une telle décision? Quels sont les dessous des cartes? Quelles seront les conséquences dans la région? On ira aussi au Gabon, où la Cour constitutionnelle a dissous l'Assemblée nationale en demandant la démission du gouvernement. Depuis l'élection présidentielle de 2016, eh bien, le pays traverse une crise politique. Assiste-t-on à un coup d'État institutionnel? Pour aborder tous ces sujets, eh bien, je suis accompagnée du sociologue Dr Lil Nikes Nielbin. Bonjour. Bonjour Fatim, bonjour aux auditeurs. Du politologue Dr William McBlonon. Bonjour. Bonjour Fatim, bonjour aux auditeurs. Et de mon confrère journaliste Thomas Guessambi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Place au débat. Mardi 8 mai, le président Donald Trump a annoncé sa volonté de retirer les États-Unis de l'accord limitant les capacités nucléaires de l'Iran, le JCPOA, le fameux Joint Comprehensive Plan of Action. Un accord signé aussi par la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors il a de plus décidé la réintroduction des sanctions pesant sur l'Iran. Il a donné 6 mois aux sociétés travaillant en Iran pour se retirer du pays sous peine de sanctions pénales. Alors messieurs, quelle est la stratégie de Donald Trump qui a le don quand même on va dire, de faire l'unanimité contre lui ou contre ses décisions? Thomas Guessambi, qui visiblement connaît bien l'individu. Quelle est sa stratégie à Donald Trump avec cette décision? Je ne suis pas de son cabinet, ni encore moins à avoir mené sa campagne. Mais ce que je relève, Fatim, c'est que par-delà tout ce que Dr Blono a pu dire sur Donald Trump durant la campagne jusqu'à aujourd'hui, par-delà tout ce que une certaine presse a pu dire, je pense que nous avons en face de nous un homme qui est constant dans ce qu'il a promis et dans ce qu'il est en train de faire. C'est vrai. Troisième acte important, après le climat, après le statut de Jérusalem, il dénonce non seulement l'accord, mais il sort de l'accord sur le nucléaire iranien. Trump fait juste ce qu'il dit, ce qu'il avait promis lors de la campagne. Exact. Est-ce que c'est ça qui nous perturbe? Parce que ça nous change par rapport aux autres chefs d'État. Dr Lil, c'est une nouvelle politique? Oui, peut-être que ça ne nous perturbe pas en tant que tel, mais ce sont les conséquences des actes de quelqu'un d'irrationnel. Parce que la politique, a priori, est quelque chose de sérieux. Et lui, il nous montre que ça peut être une affaire d'humeur, ça peut être une affaire, parce que comme pendant longtemps, il a animé des émissions télé, il est peut-être resté au stade du show. C'est vrai qu'on peut l'admirer pour sa constance au sens où il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. C'est ce que nous encourageons beaucoup en management. Mais je pense que la politique va beaucoup plus loin parce que la politique, c'est la saine appréciation des situations. Et vous avez parlé de stratégie. Ce n'est même pas de la stratégie parce que la stratégie prend le long terme et a des visions. Alors que lui, avec lui, on a l'impression qu'on nage en pleine tactique sur fond d'annonce. Mais qu'il réalise quand même parce qu'il est le président de la République et sa signature lui permet de faire tout cela. Docteur Abono, même question. Comment comprendre une telle décision de Donald Trump? Je pense qu'au-delà de la décision, sur laquelle on reviendra peut-être beaucoup plus en détail, il est en train de tracer un chemin. Parce qu'il y a très longtemps, on a vu l'immobilisme des démocraties.
on a comme l'impression que les grandes démocraties ne peuvent plus rien faire. Parce que tout est prédéfini à l'avant, on se met dans des accords qui empêchent tout le monde d'avancer, comme aujourd'hui l'Europe est en train de payer le prix avec beaucoup de décisions de Bruxelles. Donc aujourd'hui, il est en train de montrer qu'on peut être dans une démocratie et faire ce qu'on a envie de faire. Peut-être que ce n'est pas nécessairement la bonne voie, ça c'est un autre débat, mais au moins il est en train de faire quelque chose et il est en train de rendre plus actif aujourd'hui, plus active la démocratie américaine. Il a dit, son slogan l'a dit, et il ne fait que ça. Il veut montrer, il essaie justement de donner une dimension à son pays qui veut redevenir une grande puissance. Oui, mais ils avaient dit America First, qui s'occupe des Américains. Et aujourd'hui, c'est ça. Non, mais on ne peut pas s'occuper des Américains seulement sur le territoire américain. Et c'est ça qu'il est en train de nous démontrer. On ne peut pas s'occuper des Américains si on est condamné à respecter des décisions qui ont été prises par des... Qui ont été prises par son prédécesseur, lui aussi chef de l'État des États-Unis d'Amérique, qui, dans toute conscience, pensait que cet accord était viable et certainement bénéfique à son pays. Donc c'est quand même un revirement. On parle du même État, hein, il y a une certaine continuité. Oui, mais vous savez très bien que dans tous ces accords, ce qui prime, ce qui compte, c'est la bonne entente transatlantique. Donc l'intérêt des Américains d'hier ne sont plus les mêmes intérêts aujourd'hui? Non, mais l'intérêt des Américains d'hier peuvent changer, peuvent évoluer, puisque l'Amérique évolue. Mais en même temps, les relations des États-Unis avec les autres pays peuvent évoluer. Et ça dépend, il faut quand même que le leader politique puisse mener sa politique. Et c'est ce que Donald Trump essaie de faire. Il mène sa politique. On peut ne pas être d'accord. Ça, je ne dis pas que ce qu'il fait est bien. On peut ne pas être d'accord, mais au moins, il se donne les moyens de faire ce qu'il a envie de faire et de montrer qu'on peut évoluer dans une démocratie. Est-ce une provocation, docteur Oui, Leader? moi, sur la décision, je suis très perplexe parce qu'on me dira que quasiment tous les pays de la Terre, du moins les principaux qui ont vraiment leur mot à dire concernant la sécurité mondiale, ont mis 10 ans pour, soi-disant, aller empêcher des irresponsables d'avoir une bombe. Et après, quelqu'un arrive, 11 ans après, qui n'a rien compris à rien, qui n'était pas dans les arcanes politiques, et lui seul est capable de lire cet accord et de comprendre que cet accord n'est pas bon. Et même la méthode est très cavalière parce que brutalement, la force qu'il ne veut même pas que les autres aient de peur de l'utiliser, lui, il est prêt pratiquement à l'utiliser aujourd'hui contre eux pour les empêcher d'avoir une hypothétique idée d'avoir cette force-là. Pour moi, vraiment, ça défie le bon sens. Est-ce de la provocation? C'est pour ça que je vous pose cette question. C'est une décision extrêmement grave. Malheureusement, on ne peut pas être dans sa tête. Mais si c'est de la provocation, c'est qu'il n'est pas loin d'être irresponsable. J'ose croire, comme le dit le politologue, qu'il a réfléchi aux intérêts américains, il a pesé le pour et le contre. Et bon, puisque quand on voit les Européens, ils ont tous défilé là-bas au nom du multilatéralisme. Mais comme il l'a dit, il est dans sa logique America First, donc il regarde les intérêts américains. J'ose croire que c'est ce qui... Essayons de deviner ensemble ou de dessiner ces intérêts américains. Parce qu'on a l'impression d'assister à une vaste hypocrisie. Quel serait, selon vous, Thomas Gassambi, l'intérêt que les États-Unis ont de dénoncer cet accord? On se demande, c'est pour empêcher l'Iran, c'est pour déstabiliser le régime des Mollahs, pour empêcher l'Iran de... Peut-être que c'est pour faire plaisir à des... Comme disait Ulrich, où les pays vont ensemble, aucun ne va ensemble. Il y a des tout petits pays qui commandent les autres. Peut-être c'est pour leur faire plaisir. Alors, disons, l'Iran est présente en Syrie, aux côtés de Bachar al-Assad. Au Liban, elle soutient le Hezbollah. Au Yémen aussi, elle avec les Houthis. Et juste en disant ça, on voit bien quels sont les ennemis de l'Iran sur ces différents théâtres de guerre. Il y a forcément les États-Unis d'Amérique, forcément Israël, forcément l'Arabie saoudite. Bon, est-ce que c'est pas ça le fond du problème? C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, mais Dr Lille n'a pas dit précisément que la position d'Israël est une position très importante dans la politique de Donald Trump. C'est ça qui est la réalité. Mais en même temps... Israël qui lui-même possède la bombe nucléaire et que ça pose problème à personne. Et si vous vous rappelez, ou du moins si nous revisitons l'histoire, même les Américains n'étaient pas disposés à laisser Israël avoir cette bombe nucléaire. Et beaucoup plus tard, quand nous allons développer le sujet, nous allons arriver à un pays qui, lui, a d'abord bandé ses muscles avant de chercher à être en la Corée du Nord. Ils n'ont même pas cherché avant que les Américains ne cherchent actuellement à se lier d'amitié avec eux. Donc, l'Iran a une position géographique extrêmement importante, à la fois en épousant l'extrême-orient, en épousant le Moyen-Orient et la question religieuse.
D'un côté, on a les sunnites, de l'autre, on a les chiites. On a les sunnites qui sont menés par l'Arabie saoudite et qui voient en Iran, ou si vous voulez, de la République d'Iran, une république ennemie. Et dans cette décision qui a été prise, à la fois Israël et l'Arabie saoudite ont salué le retrait de Donald Trump de cet accord. Ce sont les deux seuls pays qui ont soutenu cette décision. Donc c'est pour ça qu'on parle d'hypocrisie, docteur. Oui, en fait... Peut-être que le docteur va poursuivre, mais en même temps, pour Israël, ça se comprend. C'est une question de survie, de survie, de sa sécurité. Mais ça, c'est... J'en arrive. Mais en même temps, non, je ne suis pas en train de justifier. J'ai dit pour Israël, ça se comprend, en félicitant Donald Trump parce que ça a toujours été le combat d'Israël. Mais pour l'Arabie saoudite, c'est une opportunité, elle aussi, de pouvoir ou de vouloir se doter d'une arme nucléaire. Et c'est ce qu'elle a exprimé clairement. Je pense qu'il faut essayer de tracer la rationalité de cette décision. Elle n'est pas si irrationnelle que ça. Et souvent, c'est parce que je pense que la réflexion scientifique aux États-Unis n'a pas encore suffisamment produit de littérature sur Donald Trump, qu'on est toujours surpris. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. C'est le grand mouvement qu'on a appelé le néoconservatisme américain que George Bush a incarné et qu'on a tout fait d'enterrer avec le départ de Bush et l'arrivée de Rumsfeld, Donald. Voilà, il y avait tout ça. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on est dans la même logique que de la politique extérieure américaine que ce que faisait le régime. Donc, Obama, c'est une erreur de parcours, vous voulez dire, dans la logique américaine ? Pas nécessairement, mais je pense qu'il y a une ligne conductrice, il y a un fil conducteur qui est là et qu'il faut revoir. Parce qu'aujourd'hui, à quoi on assiste ? On assiste à un leadership qui s'impose aux organisations internationales. Et ça a toujours été la ligne de bataille des néoconservateurs. Et il suffit de lire Robert Kagan. Quand il dit que c'est dans les organisations internationales qu'on permet à des petits États européens de donner des ordres aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans le temps, George Bush disait que si la résolution pour intervenir en Irak n'était pas votée, qu'il allait se retirer de l'ONU, déclarant cette organisation sans objet. Donc, je pense qu'il y a une volonté, il y a un ciment idéologique qui est là, sur lequel, aujourd'hui, Donald Trump essaie de construire une politique extérieure qui n'est pas nécessairement focalisée, comme on tend souvent à le penser, sur des intérêts immédiats. C'est beaucoup plus pertinent que ça. C'est beaucoup plus pertinent que ça, c'est beaucoup plus construit que ça. Aujourd'hui, vous avez dans la région des pays qui ont tous une vocation à être des puissances régionales. Dans la région la plus dangereuse du monde, tous les pays ont prétention à être des puissances régionales. Comment est-ce qu'on s'en sort dans une si petite région avec autant de isolant Donc, à un moment donné, non, ce n'est pas nécessairement en isolant ou en asphyxiant l'Iran. Mais à un moment donné, il faut faire des choix stratégiques. Puisque vous ne pouvez pas empêcher tout le monde d'être des puissances régionales, vous favorisez vos amis et puis vous défavorisez vos adversaires. Donc on revient sur la question des intérêts. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Bien, moi je pense que oui. Je pense que ce que le docteur Ablonon dit, quiconque connaît la constitution même des États-Unis, c'est le Far West. Quelque part, ça reste dans l'inconscient collectif. Bon, j'espère que Donald Trump est assez intelligent pour aller puiser dans cette cosmogonie, pourquoi pas. Mais quand on regarde la zone qu'ils ont choisie, c'est l'une des pires zones. Parce que vous l'avez dit, que ce soit l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, toute cette zone a toujours et éternellement été une zone chaude. Donc chaque fois, les amitiés se font et se défont. Israël était le meilleur ami de l'Iran sous Pahlavi, etc., etc. Donc vous voyez que même Israël est obligé, chaque 5 ans, chaque 10 ans, de changer d'amis. Bon, en général, quand vous changez d'amis, vous ne finissez pas par être un traître. Vous voyez ? Et vous regardez, même l'EI, tout le monde arme l'EI, après tout le monde s'en va combattre l'EI. C'est-à-dire qu'il y a aussi une intelligence dans cette zone. Je pense qu'il va toujours faire de la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, toutes les puissances sont présentes, toutes les armes sont présentes, tous les intérêts sont présents.
À la fin, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Et c'est ça qui est compliqué dans cette zone. Ça aurait été peut-être l'Afrique qui serait venue, bon, comme nous sommes toujours les Natota, serait venue nous diviser facilement, se camper et s'asseoir. Mais là-bas, qu'ils le sachent, je l'ai toujours dit, l'Orient a toujours été assez intelligent pour être toujours le manipulateur quand vous pensez que vous les manipulez. Alors, il y a aussi peut-être une explication qu'on n'a peut-être pas encore approfondie. C'est les relations très tumultueuses entre ces deux États, la République islamique et les États-Unis d'Amérique. C'est une longue histoire que rappelle un article dans l'Obs. Il nous dit que l'Iran est revenu hanter l'Amérique à maintes reprises, surtout à partir de la révolution islamique de 1979, qui a renversé le régime du Shah, solide allié jusque-là de Washington. L'humiliante prise d'otage de l'ambassade des États-Unis, dont on se souvient à Téhéran en 1979, les 241 Marines américains tués dans l'attentat de Beyrouth en 1983, la destruction d'un Airbus civil d'Iran Air, par un navire de guerre américain en 1988, faisant 290 morts, ou encore la cyberattaque américano-israélienne au virus Stuxnet contre le programme nucléaire iranien sont autant de blessures entre les deux pays, entre le grand Satan américain et le pilier iranien de l'axe du mal. Est-ce juste la continuité de cette guerre qui dit pas son nom entre l'Iran et les États-Unis ? Oui, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il est aisé de parler de confrontation par procuration. On sait que derrière toutes les actions que peuvent mener les Iraniens, il y a forcément dans leur orbite Israël, il y a forcément dans leur orbite les Américains. Et dans toutes les décisions... Le grand Satan. Tout à fait. Et dans toutes les décisions que prend en ce moment Donald Trump, il y a forcément les intérêts d'Israël dans la région qu'il faut protéger. Mais en même temps, quand nous regardons de près, on se demande est-ce qu'il y a matière à se préoccuper de ce qui se passe, parce que c'est à la fois de la comédie théâtrale, c'est à la fois de la comédie ancestrale, c'est un jeu de dupes pour vous. C'est à la fois de la comédie tout court. Et quand vous regardez ici, dans ce même studio, on a parlé du conflit syrien, où on a vu que tout le monde peut décrier le terrorisme, mais en même temps traiter avec des terroristes. Comment comprendre de telles situations ? Donc, dans le développement, nous allons voir pourquoi, et on l'avait dit ici dans ce studio, au nom de quoi un certain nombre d'États devraient posséder l'arme nucléaire et d'autres pas. On dira que certains sont suffisamment sages pour ne pas user de cette arme là où il faut, et que certains... Mais quel est l'indicateur ou le baromètre qui montre que les Américains sont suffisamment beaucoup plus sages que les Iraniens dans l'utilisation ? Je pense que... on fait un procès d'intention aux pays, aux États. Non, je pense qu'il faut régler ce problème rapidement. Parce qu'il n'y a pas... ce n'est pas parce qu'on estime qu'il y a des États qui ont plus de moralité que d'autres. C'est parce qu'on ne sait par principe qu'il y a des États faillis, qui ne sont pas capables d'assurer eux-mêmes l'intégrité de leur territoire et la survie même du pouvoir étatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des États qui ne sont pas à l'abri d'une révolution. Et lorsque vous prenez le cas de la Libye, par exemple, si Kadhafi avait poursuivi son programme nucléaire, aujourd'hui, la Libye n'existe plus. Vous imaginez ce que cela donnerait. La révolution libyenne n'est pas partie des Libyens. C'est ça qui est la réalité. Je ne refuse pas. Toutes ces révolutions que vous voulez mentionner ici ne partent généralement pas de l'intérieur. C'est les révolutions suscitées. Non, moi je ne parle pas des causes, je parle de la logique qui est derrière la lutte contre la prolifération nucléaire. Donc, dans ce contexte, on ne peut pas permettre à tout le monde d'avoir... Puisqu'il y a des États qui l'ont. C'est la fragilité de l'État? C'est-à-dire, c'est quoi? Parce qu'on peut dire que les États qui sont fragiles sont les États les plus récents. Là, on parle de grandes civilisations. Quand on parle de l'Iran, la Syrie, on parle de civilisations plus anciennes même que les civilisations... Mais ce n'est pas une affaire de civilisation, c'est une capacité aujourd'hui à maintenir un État. Aujourd'hui, on a vu dans quel état se trouve la Syrie. C'est vrai, vous me direz, peu importe les raisons, mais les conséquences... Moi, j'analyse les conséquences. Quand on s'arroge le droit d'assujettir ou de satelliser les autres, à un moment donné, on peut décréter leur instabilité. Ouais.
Je pense que... Sinon, là n'est pas la question. La déstabilisation, elle est rarement interne, comme on l'a dit tout à l'heure. Non. Les déstabilisations politiques. Non, là n'est pas la question. Mais bon, non, mais avançons. Non, parce que c'est un argument qui donne Donald Trump. Mais c'est la raison principale. Mais c'est la raison principale. Ce n'est pas il ne s'agit pas de dire tout le monde peut être déstabilisé. Bon, ce n'est pas de leur fait. Pourquoi vous ne déstabilisez pas les États-Unis? C'est parce qu'on estime qu'il y a des États qui sont suffisamment. Oui. Alors, est-ce que si l'Arabie Saoudite, justement, qui est devenu le grand allié des États-Unis d'Amérique, prenait la décision de s'armer, elle aussi, on pourra la laisser faire? Oui, comme elle est amie aux États-Unis, donc elle a une moralité. L'Arabie Saoudite pour pouvoir posséder l'arme nucléaire. D'abord, depuis les 5 premières puissances nucléaires, donc qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a pas eu d'obtention légale de l'arme nucléaire. Tous les pays qui l'ont eu par la suite, le Pakistan, même Israël, l'Inde, Israël, c'est des pays la Corée du Nord, c'est des pays qui l'ont obtenu en violant tous les principes, etc., etc. Donc, beaucoup l'ont fait par surprise, dans l'anonymat, peut-être qu'avec la complicité des grandes puissances, on ne sait pas, mais parce qu'à l'époque, quand l'Inde et le Pakistan l'ont obtenu, je crois dans les années 80, 83, ou je ne sais plus, il n'y avait pas suffisamment de moyens de renseignement, dirions-nous, qui permettaient, ou du moins qui avaient alerté la communauté internationale, etc. Bon, après ça, il y a eu beaucoup de résolutions qui ont été prises. Mais si nous voulons vivre dans une jungle, on peut vivre dans une jungle, on peut dire, bon, il n'y a plus de principes, il n'y a plus de règles, chacun fait ce qu'il veut, alors, Donald Trump nous donne la preuve qu'il ne respecte aucune règle, les règles internationales. C'est là la jungle. Non, mais écoutez, on n'est pas là pour défendre Donald Trump, on peut faire le procès de Donald Trump. Ça sera difficile. Non, nous sommes là, écoutez, là n'est pas le débat. Le débat ne consiste pas à défendre ou à dire est-ce que ce qu'il fait est bon, je serais très mal placé pour le défendre. On parle de légitimité aussi, de légalité. Pour le défendre. Mais ce dont il s'agit, l'accord dont il sort aujourd'hui, n'est qu'un accord entre puissances, entre pays occidentaux. Non, Élisée était multilatéral. Mais multilatéral, mais entre pays occidentaux. Oui. Ce n'était qu'en pays occidentaux. Et aujourd'hui, d'abord, on peut revenir sur l'accord lui-même, si vous voulez. Oui, je veux justement qu'on en parle après. On peut revenir sur l'accord, parce que cet accord est basé, en fait, sur beaucoup d'impensés. C'est-à-dire, on considère que avec l'arrivée ou avec le changement de Premier ministre en Iran, que l'Iran était en situation de pouvoir coopérer si on lui permettait, et ça c'était la ligne de Barack Obama, si on permettait à l'Iran de participer à la communauté internationale, donc si on desserrait les étaux, on permettrait à l'Iran de pouvoir coopérer et d'arrêter son programme nucléaire. Ce qui a été vérifié jusqu'à aujourd'hui. Jusque-là, de l'avis même de ceux qui ont signé l'accord et qui vérifient. Jusque-là, il n'y a eu aucun programme démantelé. Tout ce qu'on sait, tout ce que les avions, tout ce qui a été dit par les experts, c'est que il n'y a pas eu de poursuite du programme. Bon, mais dès le départ, Donald Trump a toujours combattu cet accord. Il dit qu'il n'était pas d'accord. Ça, ce n'est pas le problème n'est pas de dire est-ce que, pour moi, le débat, ce n'est pas est-ce que c'est bien ou pas. Qu'est-ce qui peut pousser un État à sortir d'un tel accord? Je crois que c'est là le problème. Mais c'est la question qu'on pose. La question aujourd'hui, c'est pourquoi. Parce qu'il ne faut pas oublier les mutations de la zone. Quand cet accord était signé, les États-Unis étaient la grande puissance et puis avaient en main les données de la région, maîtrisaient la géostratégie de cette zone-là. Aujourd'hui, la Russie est rentrée dans le jeu. Il ne faut pas oublier cette donne-là. La Russie est rentrée dans le jeu et les réalités stratégiques avec l'évolution du conflit en Syrie ont montré que pour les Américains, ce n'est pas possible de laisser l'Iran devenir une puissance régionale. On peut ne pas être d'accord, mais c'est... Ils ont demandé à ce que l'Iran ne soit plus une puissance nucléaire. Elle va dans ce sens, donc on ne comprend pas. Oui. Elle n'est pas allée dans ce sens. L'Iran n'est pas allé dans ce sens. Ce sont ceux qui se disent rationnels qui poussent tout le monde dans la jungle. On fait des accords communs, quelqu'un se détache tout seul parce qu'il est plus fort. Sur le climat, on continue de montrer toutes les destructions. Il s'entête, on le laisse faire. Sur une question telle que la capitale, c'était plus ou moins un consensus. Il vient, lui, il n'y a pas de consensus chez lui, ce sont ses seuls intérêts. Il bascule.
sur un accord, c'est la même chose. Et tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est ça la jungle. Parce que si il y a 5 qui s'arrogent, comme disait Thomas, là, le droit de sagesse d'avoir légalement la bombe, et les autres qui sont leurs satellites de toute façon, qui font ça nuitamment voler cette bombe et on ne leur dit rien. Et à un moment donné, on a démontré que tous ceux qui ont volé, personne n'a utilisé. Vous voyez? Donc pour nous, sociologues, tout le monde devrait avoir la présomption d'innocence. Pourquoi? Vous avez décrété que vous étiez les 5 sages. Aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls à détenir et personne n'a appuyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas les seuls sages. Non, il n'y a jamais eu aucun décret sur ça. Il n'y a pas eu de décret parce que d'ailleurs, même les États-Unis n'étaient pas d'accord quand le général de Gaulle voulait doter la France de l'arme nucléaire. En 1956, les États-Unis n'étaient pas d'accord. Donc, ça n'a jamais été, puisque... Donc, c'est la loi du plus fort, c'est ce qu'elle dit, c'est la jungle. Donc, moi, je vais poursuivre dans ce sens. C'est que, finalement, il n'y a pas un risque, déjà, pour la sous-région. Et aussi, on connaît la réaction des États quand ils se sont sentis humiliés. Là, moi, j'ai l'impression, c'est la question que je vous pose, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'humiliation des Iraniens, déjà avec le prédécesseur qu'on disait réformateur, Rouhani? Est-ce qu'on a connu, l'Allemagne a été humiliée, on a vu ce qu'elle nous a fait, tous les États qui ont été humiliés. Justement, tout à l'heure, ça m'a échappé. L'Amérique est en train de régler une situation d'humiliation. Qu'elle a vécue elle-même en auparavant. 1979. Ils ont été vomis avec leur culture, leur technologie, tout ce qu'ils voulaient. Quand les Iraniens sont allés défier les chars pour faire partir le char d'Iran, tout ce qui était symbole de culture occidentale, c'est ce que les gens ne voulaient pas. Et c'est pour ça qu'ils se sont repliés sur leur culture orientale. Et ça, à l'époque, les Américains ont vécu cela comme une humiliation avec tous les Occidentaux. Parce que pendant qu'il y avait le America Dream, tout le monde rêvait de devenir comme les États-Unis. Voilà une nation sur Terre qui dit que cela, tout n'est que perversité, perversion, égoïsme, puisque le Shah d'Iran avait droit à tout. C'était des caisses de champagne qui partaient, il ne faisait que la fête, il ne s'occupait pas de l'Iran. Et c'était l'occidentalisation à outrance, les femmes dévoilées, les femmes dénudées. Donc voilà comment les gens ont fait la révolution, comme il a dit, de l'intérieur. C'est-à-dire, ils ont dit, pourquoi on vous dit qu'ils sont sataniques? Je rassure Dr Lille que je vous le dis parce que est encore très occidental. Non, ce que je veux vous dire, ils peuvent faire les tentatives. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce en 1979, je suis arrivé en France. Et j'ai été témoin, j'ai échangé avec des Iraniens, des étudiants iraniens qui, eux, ont fait la révolution, qui étaient à l'aéroport. Donc, et ça peut être pour l'Afrique des éléments. Comme le disait tout à l'heure le journaliste, on n'a jamais de révolution endogène. C'est toujours des révolutions exogènes. Mais à un moment donné, même quand l'Afrique dit qu'il faudra trouver nos solutions nous-mêmes, ça part toujours. La révolution iranienne est intéressante parce qu'elle est partie de l'intérieur. Ils ont regardé cette histoire de prendre la culture occidentale. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Il n'y avait que le Shah d'Iran qui jouissait seul. C'était vraiment hédoniste, etc. Maintenant, que gagne le peuple dans cette culture qui n'est pas la sienne et qui doit être plaquée? Ils ont vu que ça n'allait pas. Et voilà pourquoi ils sont revenus dans ce schéma. Donc vous dites que l'humiliation... Exactement. L'Amérique a vécu cela comme la suprême donc c'est quoi? humiliation. C'est une vengeance parce que là, on a l'impression qu'il y a des risques pour la sous-région. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'humilier les Iraniens qui espéraient une amende financière grâce à cet accord? Même là, financièrement, l'Iran, excusez les termes, mais va se retrouver dans des grandes difficultés, pour être poli. Financièrement parlant, grands producteurs de pétrole, les sociétés, entreprises européennes qui s'étaient installées là. Bon, je pense que là, elles vont fuir. Oui, ce qui est vrai aussi, c'est que toutes ces sanctions qui sont très souvent annoncées en pompe n'ont vraiment pas d'effet concret sur les populations. On a vu, et c'est même sous l'embargo que le trafic d'armes est encore plus intense. Donc, oui, mais c'est pas les armes, c'est pas le... On va dire, c'est pas la consommation quotidienne, c'est pas du... Non, voilà. c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Si le terrorisme prospère, alors que tout le monde est contre le terrorisme, allons-y comprendre quelque chose. À plus forte raison, des États bien constitués. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de comédie à la fois ancestrale et pourquoi pas musicale ou bien, je sais pas. À la vérité, c'est que le programme iranien a commencé dans les années 50 avec le soutien des États-Unis. Et Israël aussi. C'était les amis de Washington. Et d'Israël. Voilà, avant 79. Avec les conséquences, peut-être un dernier mot chacun.
on est en train de se demander si, parce qu'on sait que, on se demande vraiment qui va lancer les hostilités. Est-ce finalement la question à se poser entre les États-Unis, entre Israël, entre l'Iran? Là, on a l'impression que... À mon sens, oui, ce sont les enfants qui vont lancer les hostilités. Enfants. Non, parce que l'Iran aujourd'hui, quand même, le ministre des Affaires étrangères iranien, et c'est là où la notion de sagesse dont le journaliste a parlé a tout son sens. Pendant que vous vous bandez les muscles, vous avez déjà l'arme nucléaire et vous soupçonnez quelqu'un dans son inconscient, peut-être dans 15 ans, 20 ans, de développer la même chose que lui, vous voulez aller le frapper tout de suite. Et lui, il dit non, j'ai signé un accord avec des gens responsables. Ouais. Depuis 10 ans, ils m'ont observé et on semble aller dans le bon sens. Et même des entreprises sont venues travailler ici et ça aide l'humanité pour aller vers la paix. Moi, j'appelle ça être adulte. En sociologie, c'est ça l'adulte. Mais l'enfant, c'est les caprices, le star. Voilà. Donc peut-être les enfants vont lancer les hostilités avant les adultes. Non, je pense que nous sommes en train de banaliser les enjeux d'une région très stratégique. Je pense que les enjeux sont beaucoup plus importants que ça. On a vu les tensions ces derniers temps. On a vu ce qui se passe en Syrie. Le conflit syrien n'aurait pas été aussi dramatique, n'aurait pas duré autant s'il n'y avait pas autant d'acteurs autour. Au Yémen, on a vu ce qui se passe. On a vu la déstabilisation récurrente du Liban avec le Hezbollah. Donc, on ne peut pas continuer à penser que l'Iran, c'est l'enfant de cœur, c'est le bon État de la sous-région qu'il faut continuer à applaudir ou du moins à qui il faut donner suffisamment de moyens pour finir de déstabiliser la région. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Et ce n'est pas parce qu'on est dans des démocraties et qui nous ont habitués désormais à signer des accords et derrière, quand ces accords sont violés, il n'y a rien qu'on va continuer à encourager la même stratégie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut... À un moment donné, il faut dire à l'Iran... C'est dommage, ce n'est pas la banalisation, c'est la logique des peuples. Non, il faut dire à l'Iran que ça va. Moi, je pense que c'est insultant. Moi, je pense que c'est passer à l'Iran, c'est qu'on va dire ça va. Moi, je pense qu'on ne dira jamais qu'un Américain est plus responsable qu'un Iranien. Je trouve ça insultant. Moi, je ne il faut qu'on arrête ça un jour. Non, non, franchement, elle a parlé d'humiliation. Je pense que c'est même méprisant. On ira plus loin dans les mots. Chaque fois... Et d'ailleurs, c'est un blanc qui le disait, malheureusement, j'ai oublié son nom. Tant que l'occidental ne pensera jamais, n'arrêtera pas de penser que le noir est un blanc à la peau noire, donc il doit avoir la même culture que lui. L'oriental est un blanc à la peau basanée qui doit avoir la même culture. Ce respect, c'est pour ça que j'aime le mot multipartisme, parce qu'il doit être issu de multiculturalisme. Le respect de chacun dans sa culture. Nous, on n'est pas là pour faire du manichéisme, des bons, des mauvais, des démocrates, des dictateurs, des ceci, des cela, des accords, des souterrains. À un moment donné, ils nous ont enfermés dans une logique unique, alors que l'homme est pluriel, l'homme est complexe, l'homme est profond. On voulait dire que l'Iran peut, comme d'autres pays, refuser l'hégémonie américaine, occidentale. Vous le disiez tout à l'heure. Et c'est ce que l'Iran fait. C'est pas que l'Iran peut, c'est ce que l'Iran fait. Vous ne comprenez pas ça, Dr. Et on a un exemple à côté de nous, la Corée du Nord. On va en parler justement de la Corée du Nord. Alors, un dernier mot encore et on bascule sur la Corée du Nord. Parce que là, vous ne dites pas qu'il y a deux poids, deux mesures. Sincèrement, je ne comprends même pas le problème. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Vous dites, l'Iran a les moyens de sa politique, à sa stratégie, à sa dignité, son histoire, sa culture. Très bien. Et les autres disent, on se retire d'un accord qui nous engage. Faites sans nous. C'est tout le problème parce qu'ils ne veulent pas être complices d'une histoire qui permet en douce à l'Iran de continuer à développer son arme nucléaire en faisant croire à tout le monde que tout va bien, qu'il n'y a plus de programme en cours et de continuer à déstabiliser la région. Tout le monde sait aujourd'hui que depuis que l'Iran a commencé à développer des ambitions régionales, toute la zone est déstabilisée. Tous les autres pays sont là. Dès qu'il y a un pays qui dit non à l'Iran... L'Arabie Saoudite aussi a ses prétentions. Mais justement... Mais on n'a pas retrouvé, on n'a pas encore... Et vous pensez qu'il n'y a pas un rôle américain dans cette région? Bien sûr qu'il y a la plus grande base américaine est en Arabie Saoudite. La plus grande base du monde. Déjà, monsieur, souvenez-vous, Trump nous avait déjà un peu posé le cadre en allant tout de suite à Riyad dès son élection. 396 milliards de dollars. Voilà, en fait... Ce que vous dites, et pour quelqu'un qui veut la paix. Ce que le docteur Abounon dit est juste. Mais le problème, c'est que ce sont deux présidents américains successifs qui nous ont donné à avoir une attitude totalement contradictoire. Ça n'a aucun sens
Mais c'est pas pour la première fois dans l'histoire des États-Unis. Malheureusement. Mais il y a une chose ça qui a un demeure. sens parce Mais que il y a les une deux chose qui présidents demeure. qui se sont suivis n'ont pas eu la même position vis-à-vis d'Israël. Mais il y a C'est ça une, qui est la réalité. mais il y a une chose qui demeure. Il y a une chose qui demeure, c'est qu'il y a une vision globale qu'il faut avoir de cette région-là. Et moi, je ne suis pas là pour défendre. Je ne défends pas la stratégie américaine, qui a toujours été, à mon sens, un peu extrémiste. Mais vous voulez rappeler le parce danger que- de l'Iran selon oui, vous c'est ça. Et je crains malheureusement que les Américains adoptent la même stratégie qu'ils ont toujours adoptée, On c'est-à-dire va basculer sur la Corée du Nord. vaincre. Juste une seconde. Moi, Et- je voulais dire, il ne faudra pas que les Américains continuent d'être des bébés. Parce que Ah, c'est après plus la des guerre enfants mondiale, maintenant, des bébés. ils ont été les premiers à dire que si nous rentrons tous dans des accords communs, dans l'ONU, le monde sera pacifié parce qu'on va tous réfléchir paix ensemble. Et aujourd'hui, ce sont les premiers à dire que nous, simplement, nous seuls Américains, 250 millions d'habitants, sur 7 milliards 800 millions, si ça ne nous arrange pas, on sort. Bon, à un moment donné, la guerre, c'est juste 50 ans en arrière. Parce que les gens ont l'impression que c'est quelque chose de tellement vieux. Mais c'est justement ces nationalismes, Mais ces c'est égoïsmes. un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que les Américains, on le répète à chaque fois depuis l'Irak, on le sait, ils ont menti à la communauté internationale. Ils s'en fichent un peu de ce que leur dit la C'est tout communauté ça que j'appelle internationale. la comédie. Et surtout, c'est ça, ce sont les pompiers pyromanes. Oui, pompiers Toujours, pyromanes, à systématiquement. chaque fois, ils mettent le feu. C'est ça. Et Puis puis, ils viennent éteindre. ils viennent en bons sauveurs de l'humanité et en donneurs de leçons de morale, comme on les connaît. On bascule sur la Corée du Nord. On est dans la même logique. Et c'est ça, les enfants qui n'assument rien. Deux poids, deux mesures, docteur Ablenon. La Corée du Nord. Donc, on a vu que c'était encore un nouveau geste de Pyongyang avant le sommet historique entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, qui doit donc se tenir le 12 juin à Singapour. Et la Corée du Nord a annoncé qu'elle allait démanteler fin mai son site d'essai atomique. Reste que cette annonce intervient alors que les États-Unis ont assuré être prêts à offrir à la Corée du Nord une aide économique et des grandes garanties si elle s'engageait dans une dénucléarisation rapide et complète lors du sommet du 12 juin. C'est pas deux poids, deux mesures, Voilà. docteur Ablenon. Vous La Corée du Nord était le diable. Après Poutine, on peut dire que quand même c'était dans l'imagerie collective, justement dans... Pendant 50 ans, on nous l'a Sur vendu sur comme- la liste noire. Oui, mais je ne sais pas. Franchement, les relations internationales ont toujours ainsi évolué. C'est toujours un rapport de force. Et lorsqu'on est conscient qu'on ne peut plus vaincre et que celui qui est en face, on ne peut pas le vaincre, on négocie. C'est du basique. Donc vous voulez dire que la Corée du Nord mais est plus aujourd'hui- dangereuse que l'Iran? Mais bien sûr que la Corée du Nord a montré qu'elle s'en fout de ce que disent les États-Unis. Et la Corée du Nord a L'Iran qui est montré... une poudrière dans une zone Oui, elle-même mais qui là nous n'est pas- partira certainement à la Troisième Guerre mondiale. Vous Mais- voulez dire que c'est la Corée du Nord La, qui est la Corée qui du Nord est première plus inquiétude. une menace parce qu'ils ont montré, la Corée du Nord a montré qu'elle est capable de lancer des missiles sur les États-Unis, ce que l'Iran n'a pas encore prouvé Oui, jusque-là. mais avec Israël Donc, à côté, ils vont. Ben, On sait vous- qu'ils vont se lancer des missiles dans ben, pas si longtemps. vous arrêtez de penser qu'Israël c'est le 51e État des États-Unis. Non, c'est Arrêtez le ça. contraire. Non. En fait, c'est le contraire. C'est l'allié objectif des États-Unis. Ils s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas. Corée du Nord, Thomas Guessambi, deux poids, deux mesures. Oui, et moi je reste toujours dans ma sémantique pour parler de comédie, toujours. Et peut-être qu'ici je ne saurais pas comment qualifier cette comédie, mais c'est ça la Comédie réalité. humaine. C'est ça. Et dans ce même studio, on a déjà épilogué, échangé sur le cas de la Corée du Nord, où les gens ont compris que la paix avec celui qui est en face de moi se trouve au bout du fusil. Il faut que je brandisse le fusil pour que celui qui est en face de moi parle de paix avec moi. Et c'est ce que ce jeune, nous regardons tous, peut-être un jeune dirigeant, mais tous ces anciens qui ont conseillé son père, c'est ça. Allons dans cette direction. Une fois que nous avons l'arme, voici comment les choses sont passées. Et on l'a dit tout à l'heure, après les 5 pays du Conseil de sécurité, les autres pays qui sont dotés de cette arme, ça n'a jamais été avec une caution ou bien Mais une, c'est ça. une En fait, c'est plus permission. pour se protéger. C'est une arme de dissuasion massive. Vous l'avez dit vous-même. C'est ce qu'on le Ben, croit. vous parlez de deux poids, deux mesures, c'est évident. Tous les pays, du moins les majeurs, font un accord pendant 10 ans. Eux se disent ça a l'air d'aller dans le bon sens. Et un autre pays, tout seul, pendant qu'on lui dit obtempère, il te montre même qu'il peut te frapper là où tu es. Unilatéralement, tu te lèves tout seul, tu le crois, qu'il a commencé à démanteler, alors qu'on démontre que
sa grotte était en train de tomber, était quasiment inutilisable. Et tu vas même lui donner de l'aide économique, sachant maintenant qu'il a la bombe. Non, à un moment donné, le bon sens est défié. Mais pour aller comme dans le sens du docteur Ablonon, c'est un jeu de dupes et ils sont tous les mêmes. Et on doit peut-être se méfier de chacun. Est-ce que vous croyez vraiment à la soudaine grâce divine de Kim Jong-un qui est devenu pacifiste à 100%? Et moi, je pensais, sans faire procès d'intention. Moi, je pense que c'est ceux qui l'ont vendu pendant 50 ans comme un diable. Les preuves qu'ils avaient pour le vendre sur ce plan-là, c'est eux qui peuvent nous apporter aussi les preuves de son pacifisme. Parce que nous, on pense que les pays sont suffisamment sérieux, les experts sont suffisamment sérieux, les scientifiques sont suffisamment sérieux, parce qu'on parle quand même de la sécurité, de l'équilibre du monde. Donc nous les avons cru pendant 50 ans. Si aujourd'hui, ils nous montrent qu'en moins d'un mois, quelqu'un peut avoir changé. Moi, psychologue, je n'y crois pas. Ça, je vous le dis tout de suite. L'homme ne change pas du jour au lendemain. Soit il n'était pas dangereux, on nous l'a vendu en dangereux, soit il était et il le demeure. Heureusement, moi, je peux vous rassurer que la relation internationale n'évolue pas avec les bonnes intentions. Donc, aujourd'hui, la Corée du Nord a donné une possibilité qu'il faut saisir, c'est-à-dire celle de l'ouverture. Vous pensez que les Américains vont investir de l'argent juste pour les beaux yeux de la Corée du Nord? Non. Pour une fois, les grandes puissances ont les moyens de rentrer en Corée du Nord et d'aller voir ce qui s'y passe. Et ils sont prêts, les États-Unis seraient prêts à donner n'importe quoi pour démystifier la Corée du Nord, pour savoir ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord. Et c'est cette opportunité-là, ce n'est pas du tout de la naïveté, ce n'est pas du tout une leçon, une naïveté américaine qui viendrait à penser que la Corée du Nord veut faire des progrès. Ils n'y croient pas du tout. Mais au moins, il y a une opportunité historique qui est là, c'est-à-dire donner des moyens, aider la Corée, et puis essayer de forcer l'ouverture et d'aller voir ce qui se passe en Corée du Nord. Peut-être qu'ils n'y parviendront pas, je ne sais pas, mais au moins, il y a un moment, il y a une opportunité historique. Ce n'est pas du tout la même chose que l'Iran. L'Iran, ils connaissent l'Iran de... Leur a tout vendu là-bas. Il y a un principe en physique qui dit quand vous exercez une force sur une matière, la matière, elle aussi, exerce une force sur vous. Vous pensez que les Nord-Coréens n'ont pas peut-être déjà lu dans le jeu américain pour dire ce rapprochement sera sans doute une opportunité pour les Américains de venir voir qui nous sommes. Mais en même temps, sachant quand même lire entre les lignes, dès lors que la Corée du Sud, qui était amie aux Américains, décide de faire un pas significatif vers la Corée du Nord, du coup, les Américains qui n'avaient même pas apprécié au départ ce rapprochement entre les deux Corées, commencent maintenant à visiter et à fréquenter la Corée du Nord. Il y a un changement qui s'opère là. Pourquoi s'opposer au rapprochement de deux frères ennemis qui veulent devenir maintenant des frères, du moins qui étaient frères au départ, et qui veulent se rapprocher? Donc, du coup, on laisse la Corée du Sud, et on cherche maintenant à être amis à la Corée du Nord. Mais soyons sûrs que la Corée du Nord n'a pas été créée aujourd'hui. La Corée du Nord sait là où elle va. Et la Corée du Nord lit très bien dans le jeu américain. Bien. Et justement, il me permet de rebondir parce que le jour où les Occidentaux ont fabriqué, soi-disant selon eux, le jeu d'échecs, ils se sont crus les plus intelligents. Parce qu'il y a le jeu de dames, il y a le jeu d'échecs. Le jeu de dames, on joue, on pousse un pion et on fait pousser un pion. Mais le jeu d'échecs, il faut prévoir 4, 5, 6 coups, 7 coups d'avance. C'est-à-dire on pousse son propre coup en anticipant sur ce que ça va... Et ça, aujourd'hui, dans ce petit jeu, je pense que le monde entier est devenu suffisamment malin. Il faut que les Occidentaux arrêtent de penser toujours que c'est eux qui lisent les autres. Mais nous, on les a tellement subis. Et comme il a dit, nous, on les subit. Même aujourd'hui, nous, Africains, on est mieux placés pour lire les Occidentaux qu'eux-mêmes. Parce que quand vous avez quelqu'un en dessous de vous, vous ne regardez jamais en dessous, vrai ou faux. Alors que celui qui a quelqu'un au-dessus de lui passe tout son temps à regarder au-dessus. Tout à fait. Donc, il a toutes les chances de voir plus de faiblesses et d'atouts de celui qui est au-dessus que de celui qui est en bas. Et je me demande si les Occidentaux, quelque part, quelqu'un ne serait pas bien inspiré de leur en parler pour qu'ils regardent de temps en temps en bas. Docteur Ablonon, qui est dépité par cette conversation, oui, je le vois à son rectus, allez-y. Non, je pense que les enjeux sont très sérieux. Il s'agit de la sécurité. Trop sérieux pour que
on puisse comprendre. Il s'agit de la sécurité du monde. Trump se permet de Il faire s'agit de la la balade. sécurité du monde. Et je sais qu'il n'y a pas de stratégie uniforme. Une stratégie dépend du contexte. Donc vous dites de ne pas comparer la Corée du Nord et de l'Iran. Donc je pense que ce qui comparer. se passe entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Liban, le Yémen, etc., n'a rien à voir avec ce qui se passe en Corée du Nord, où aujourd'hui, les personnes ne peuvent s'opposer à un rapprochement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, même si tout le monde sait que ce n'est pas pour demain. Les Américains sont présents en Corée du Sud. Un rapprochement entre les deux Corées, c'est l'unification, enfin, c'est la présence des Américains en Corée du Nord. Donc, ces gens-là savent redéfinir leur stratégie. Et donc, je pense que le problème n'est pas du tout en termes de naïveté ou de suspicion. Il n'y a plus cette lecture-là du monde. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut ne pas être d'accord avec une politique qui est menée, mais cette politique, je vous assure qu'elle n'est pas une improvisation de Donald Trump. C'est ce que je disais dès le début. Il faut comprendre qu'il y a une ligne stratégique aux États-Unis, et ce conservatisme, il est basé sur des principes américains. Les Américains n'ont jamais cherché à s'unir au reste du monde. Ils n'ont jamais cherché à s'unir. Ils ont toujours voulu garder leur indépendance. Et aujourd'hui, ça revient. C'est vrai qu'il faut considérer que l'ONU, ils n'ont pas été membres de la SDN. L'ONU était déjà, comment ça s'appelle, l'ONU était déjà un peu une anomalie. Donc, et ils ont toujours montré qu'ils pouvaient s'affranchir de l'ONU dès lors que leurs intérêts étaient en jeu. D'accord, mais on ne peut pas dire tout et son contraire là, au niveau des États-Unis d'Amérique. Vous nous dites qu'ils sont en train qu'ils veulent pas s'allier au reste du monde. Ça reste la première puissance du monde. Et finalement, on a l'impression que ce sont eux qui sont à l'origine de beaucoup de problématiques géopolitiques. On parle de terrorisme aujourd'hui, si on remonte à l'Irak. Donc, encore une fois, les pompiers pyromanes, ils sont partis mettre le feu sur plusieurs poudrières. Oui. Ils s'arrogent le droit de participer ou de sortir des accords. Ils ne sont pas en train de menacer la stabilité du monde, même si on peut peut-être trop parler de stabilité. Ils sont à la fois les gendarmes du monde, ils sont des pompiers. Mais ce que je veux dire, c'est que comment comprendre? Et on les laisse faire, en fait. Que fait la communauté internationale? Comment comprendre que dans les années 50, un pays soit votre partenaire? Ça veut dire que ce pays-là n'est pas né Satan. Ce pays-là n'est pas né idiot. Vous avez traité à un moment donné, et c'est maintenant que la Russie commence à prendre la main sur le programme iranien, le programme nucléaire iranien, que du coup, les Américains aussi tentent de s'y opposer. Mais à la vérité, au lieu de craindre un État, que de par le concert, comme le disait tout à l'heure Dr Lille, je vais dire, quand même, pour nous, les croyants, les chrétiens, on dit, qui s'isole est suffisamment orgueilleux. Sinon, un seul individu ne peut pas être plus sage que tout un village réuni. Ici, plutôt que de craindre un pays, je pense que si on s'assied, je ne suis peut-être pas expert en relations internationales, mais si on s'assied pour dire, mettons un holà sur les expéditions belliqueuses un peu de partout, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les poudrières, on met le feu en Irak, on met le feu en Libye, on met le feu en Afghanistan. Mais c'est encore beaucoup plus dangereux pour la paix du monde qu'un pays qu'on pourrait taxer. Comment comprendre l'attitude de la communauté internationale? Ils menacent, ils s'excusent. Mais qui est cette communauté internationale? Mais prenons juste déjà, parce que ceux qui comptent dans cette communauté internationale sont les Occidentaux. On ne va pas se mentir, on ne parle pas des Africains. Mais déjà, au niveau des Occidentaux, les Européens qui ont des intérêts importants. Eh ben, on a Airbus, l'Iran qui avait promis d'acheter 19 Airbus à la France. Bon, on a la France qui ne bouge pas, qui fait partie de l'accord. Personne ne bronche. Pourquoi? Moi, je pense que, contrairement à ce que les Occidentaux nous disent, on peut aller revoir Rousseau. La horde, c'est-à-dire l'époque où c'était la jungle, la loi des plus forts. L'occidental a toujours été tributaire et prisonnier de cela. La manière dont les Américains sont venus libérer les Français du joug du nazisme, ça, ils leur devront cela à vie. Et ils savent aussi en matière de capacité de frappe ce que cela veut dire.
Il y a aussi une autre intuition qui me vient, c'est est-ce qu'on va laisser suffisamment les Américains toujours résoudre leur traumatisme sur le dos des autres? À savoir qu'en Asie, ils se sont déplacés physiquement, ils ont attaqué le Vietnam, ils savent ce qui s'est passé. Même si dans le Proche-Orient, ils n'ont pas gagné de guerre en tant que tel, puisque toutes les zones se sont retournées en Irak, en Afghanistan, ils n'ont pas pu s'installer, ils n'ont pas eu pied, mais n'empêche que ce sont des pseudo-victoires. Donc ça aussi, il faudra que le monde entier, vous avez raison, la communauté internationale, il n'y a rien derrière. C'est les Américains et je pense que Donald Trump le démontre assez. J'allais laisser le mot de la fin à Dr Blenon, mais je crois qu'il est... Non, mais j'espère que l'histoire nous départagera. Allez, messieurs. Ça, c'est plus une prophétie maintenant. On arrive au terme de l'émission. C'est vrai qu'on n'a pas pu parler du Gabon. La semaine prochaine, sans faute. Oui, merci, messieurs, de votre participation toujours enrichissante. Merci à Valentin Kwasi à la technique et merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. On se quitte avec une citation de l'écrivain algérien Mohamed Moulesseoul, connu sous le nom de plume de Yasmina Kadra. Ce sont finalement les deux prénoms de sa femme qu'il a pris. C'est assez original. Et il dit « L'Afrique, un continent qui a un grave problème de non-gouvernance, corruption, indiscipline, impunité, violence. Nous sommes face à une catastrophe humaine. » Allez, bon dimanche quand même. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Fatim Djedje.